France. Alors je voulais remercier avant de démarrer évidemment Jean-Philippe Estrade et surtout le féliciter de cet vraiment excellent congrès. Et puis remercier deux personnes de mon service, Pauline et Élodie, qui m'ont aidé à préparer ce topo. Oui, c'est la fin des implants Essure en France. L'ANSM nous a envoyé cette note en disant qu'elle avait été informée de la décision de la société Bayer de mettre fin à la commercialisation du dispositif partout dans le monde, à l'exception des États-Unis. On y reviendra tout à l'heure. Alors l'ANSM cherche à nous rassurer les femmes surtout, qui sont porteuses d'implants, en leur disant que ça reste toujours un très bon produit. Rassurer celles qui seraient inquiètes et qui voudraient se faire explanter, en leur disant qu'il n'y a pas de raison particulière d'explanter, que si elles se posent des questions, elles peuvent voir un gynécologue. Bon, sauf que c'est relayé diversement par la presse, et ici je vous ai mis une coupure du Monde, et la coupure du Monde, même s'il y a un titre qui est tout à fait factuel, Bayer cesse la commercialisation des implants, il y a un sous-titre tendancieux. Selon l'entreprise, cette décision n'est pas liée à un problème de sécurité, mais le produit est soupçonné de graves effets secondaires. Et ces petits sous-titres font toujours du mal. Alors, là-dedans, dans une autre coupure de presse, qui nous dit « Cette décision est prise pour une raison commerciale ». En effet, un environnement défavorable à sa prescription s'est installé depuis plusieurs mois, entraînant une baisse continue de la demande en France. Et donc, ce serait bien, effectivement, une décision tout à fait commerciale et simplement économique. Avant d'aller plus loin, je me dois de vous déclarer un lien qui n'a plus beaucoup d'intérêt. J'étais consultant pour Bayer à propos des implants Essure. Voilà. Permettez-moi de faire un tout petit peu d'histoire quand même, parce que c'est quand même une très très belle histoire qui s'achève. C'est une histoire de 70 ans, plus de 70 ans, des innovations importantes. Alors, ça avait quand même très mal démarré, cette histoire de la stérilisation hystéroscopique, parce que ça avait démarré à Auschwitz, où ils expérimentaient des techniques pour pouvoir mettre en place leur plan d'eugénisme. Pour autant, après, ça a été repris de façon scientifique et différentes techniques ont été utilisées, des destructions thermiques, des destructions chimiques avec différents produits et différents systèmes d'occlusion, céramique, nylon, polyéthylène. Je vous en ai mis ici quelques exemples. Voilà, ça ne marchait pas très bien et les premiers travaux scientifiques publiés, on les doit à cet homme hollandais très féru d'hystéroscopie et qui avait fait quelques travaux sur la thermocautérisation par voie hystéroscopique. Bon, ça donnait des résultats assez mitigés puisqu'il n'avait réussi à boucher des 2 trompes que chez 57% des patientes. Un autre bloc, alors lui, il a mis au point ses petits implants et il avait bricolé un hystéroscope avec un système de béquilles, comme ont les urologues pour mettre leur double J, et il essayait de mettre ces dispositifs dans les trompes. Il a fallu attendre la fin des années 90 et surtout les années 2000 pour avoir des méthodes jugées efficaces. Vous avez peut-être entendu parler d'Ovabloc, qui est devenu ensuite Ovalastic. Et puis, donc, 2001, Essure. 2009, une tentative de concurrence avec Adiana, qui est arrêtée au bout de 3 ans. On va voir pourquoi. Ovabloc, c'est une injection d'un produit siliconé dans les trompes qui vient ensuite mouler la trompe et la bloquer. Ça n'a jamais été approuvé par la FDA. C'est disponible aux Pays-Bas depuis 1988 et ça fait l'objet d'un marquage CE. Essure, vous le connaissez, et l'Essure, il a vraiment révolutionné les choses parce que non seulement il avait un taux de réalisation bien supérieur à Ovabloc, 95% de succès de pose en moyenne versus 71% pour Ovabloc, mais surtout un taux d'efficacité très élevé. À Diana, ça ressemblait à ça. C'était un couplage entre une thermocautérisation
et la mise en place d'un petit implant qui poursuivait l'obturation et était censé provoquer de la fibrose. Alors, quand on a pu comparer un petit peu tous ces trois méthodes, on va dire, eh bien, on voyait que globalement, il y avait entre 80 et 95% de succès de placement, mais c'est sur les taux de grossesse que le bas blessait, puisque au Vabloc, on est à 10 pour 1000, à Diana, on était à 15 pour 1000, et Essure, 1 pour 1000. Donc évidemment, Essure a supplanté toutes les autres méthodes. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cet immense gâchis qu'on observe aujourd'hui ? Globalement, ça a commencé grâce à cette femme absolument formidable, Erin Brockovich, dont on vous a déjà parlé hier à propos des bandelettes, qui s'empare de ce nouveau combat en 2014. Alors 2014, ce n'est pas une date anodine, parce que c'est la date, parce qu'en 2013, la société Conceptus est rachetée par Bayer. Et donc, Bayer met le pied aux États-Unis sur cette méthode-là, et dans la foulée, cherche surtout à placer son Mirena. Mais Bayer, aux États-Unis, n'a pas bonne presse, parce que Bayer est issu du démantèlement d'une tristement célèbre industrie qui s'appelait IG Farben, et qui s'était illustrée pendant la guerre par deux choses. D'une part, il achetait des femmes à Auschwitz pour faire des expérimentations, et vous voyez ici des extraits des lettres qui ont été retrouvées. Dans une lettre, dans la dernière lettre, vous voyez, les expériences n'ont pas été concluantes, les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Vous voyez à quel point ça a pu être terrible. Et l'autre point, c'est qu'IG Farben fabriquait et fournissait le fameux Zyklon B pour les chambres à gaz. Donc Farben a été lourdement condamné pour crime contre l'humanité à Nuremberg, mais n'a pas réellement été dissoute. Ça a donné 3 entreprises, dont Bayer. Alors évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était IG Farben, mais ça laisse des traces au moins inconscientes. Alors revenons un petit peu à Erin Brockovich. Au départ, cette femme s'est mise côte ouest des USA. Elle n'a pas de formation en droit et elle se fait embaucher dans un petit cabinet d'avocats. Elle s'empare d'une polémique sur une histoire de contamination d'eau avec du chrome et elle réussit, avec son bagou et son tissu relationnel, etc., à faire monter la mayonnaise et à obtenir un dédommagement de plus de 300 millions de dollars pour les patientes. Alors, s'il y a 300 millions de dollars pour les patientes, il y en a au moins 10% pour le cabinet d'avocats ou pour elle. Donc, on est très très clairement sur une aventure extrêmement juteuse. Forte de ça, elle s'est emparée ensuite d'un certain nombre d'autres polémiques, dont la dernière en date, celle des Essure. Voilà. Donc, je vous ai mis ça, des coupures de presse, enfin le truc s'emballe. Rapidement, eh bien, les choses s'enveniment, à tel point qu'aujourd'hui, si vous tapez sur Google Essure, la première chose qui sort, c'est une annonce pour un cabinet d'avocats. Alors ça, c'est une capture d'écran du fameux site d'Erin Brockovich, Essure Problems. Et là-dedans, on trouve tout un tas de choses, et on trouve notamment la liste des symptômes qui seraient dus aux Essures. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est une liste à la Prévert, avec des choses tout à fait étonnantes. Vous verrez que ça donne des kystes de la glande de Bartholin, que ça donne des fibromes, que ça donne des problèmes divers et variés d'ordre psychique, que ça donne des lupus, que ça donne des syndromes de Raynaud, que ça donne une intolérance au gluten, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors le site est bien fait, c'est-à-dire qu'ils disent voilà ce que les patientes relatent. Ils ne disent pas que c'est forcément lié aux Essures. Les patientes vont sur ce site, elles disent ah ben moi j'ai ça. Et donc
elle déboule ensuite au cabinet en disant je veux que vous m'enleviez les échures parce que j'ai vu que ça pouvait donner une hyperthyroïdie, et moi j'ai une hyperthyroïdie là, et donc je veux qu'on m'enlève les échures. Allez vous débrouiller avec ça. Ça continue à s'emballer, ça arrive en France, et en France, l'association prend un avocat. Cet avocat, c'est maître Joseph Houdin, et c'est l'avocat des victimes du Mediator et de la Dépakine. Voilà. Et donc, il y a une assimilation qui se fait immédiatement. Effectivement, Mediator et Dépakine, ce sont des vrais scandales sanitaires. Et donc, là, on est face à un autre scandale sanitaire, Essure égale Mediator. Et donc, on va y aller et on va gagner beaucoup d'argent. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sur le plan commercial, c'est rapidement une catastrophe. Vous voyez qu'aux États-Unis, on posait entre 70 000 et 85 000 implants au début des années, en 2011-2012. Rapidement, ça chute pour tomber à 18 000 implants en 2016. Et en France, avec un petit peu de retard, mais on voit qu'à partir de 2014, ça commence à baisser. Qu'en 2016, on résiste encore et on devient le premier marché pour Bayer sur les implants Essure, devant les États-Unis. Mais 2017, les débuts de 2017 est catastrophique, avec, je n'ai pas les chiffres, mais avec vraiment extrêmement peu d'implants posés. Le point d'orgue à tout cela, c'est encore cet article du Monde, toujours un titre factuel, soupçon autour des implants contraceptifs Essure, et un sous-titre tendancieux. Suite à un décès, le réseau Résiste va lancer une action de groupe contre le laboratoire Bayer qui commercialise ce dispositif médical. Le raccourci est vite fait. Si vous lisez le titre et le sous-titre, vous avez compris, Essure a provoqué un mort. Mais si vous lisez l'article, vous vous rendez compte que ce décès, il est lié à une embolie pulmonaire au cours d'une intervention pour enlever l'implant Essure. Si vous allez sur Internet, vous voyez quoi ? Vous voyez ça. Et donc, inévitablement, avant, après, il n'y a pas d'autre solution possible. On est obligé d'enlever les implants. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Est-ce qu'on continue d'ignorer les patientes, leur dire « mais non, c'est dans votre tête, mais non, ça n'a rien à voir, le kyste de la glande de Bartholin n'a absolument rien à voir avec l'implant Essure ». Est-ce qu'on continue, est-ce que nous aussi, on résiste ? Ou est-ce que finalement, on écoute les patientes et on accède à leurs demandes ? Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter les patientes. Il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de comprendre avec elles ce qui peut relever et ce qui ne relève probablement pas des implants Essure. Sauf qu'on manque cruellement de données pharmacologiques qui pourraient nous permettre d'étayer dans un sens ou dans l'autre la problématique. Et on est quand même bien ennuyé face à ce problème-là. Sans compter qu'aucun argument rationnel ne tient face à quelque chose qui peut être de l'ordre de l'irrationnel. Alors là, j'ai emprunté ça à mes amis hollandais, en l'occurrence Sébastien Versema et Andreas Turkov, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement éclairant pour comprendre ce qui se passait. Devant toute innovation, il y a d'abord une phase d'enthousiasme, avec un pic qui est probablement un excès d'enthousiasme. Et puis, on se rend compte qu'il y a des problèmes, et du coup, c'est la Grande Dépression, avec l'idée que finalement, ce n'est pas un bon produit. En général, ça se rééquilibre, c'est-à-dire que finalement, on arrive à avoir une balance entre les bénéfices et les risques pour arriver à une phase, un plateau qu'on va appeler une phase un peu adulte, où finalement, on connaît le produit, on connaît ses avantages, ses inconvénients, on va pouvoir donner une information valable sur la question. Sauf que là, au creux de la vague, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on sort de route et qu'on abandonne le produit. Et à mon avis, qu'est-ce qui a changé par rapport au produit précédent ? C'est l'émergence et la force des réseaux sociaux qui, dans cette phase de creux, s'emparent du problème
et entraîne finalement sa chute et son abandon. Nous n'avons pas suffisamment pris en compte, dans l'exercice de notre profession, nous n'avons pas suffisamment pris en compte cette énorme problématique qui est la rapidité de la diffusion d'informations raccourcies sur les réseaux sociaux. L'emballement est tel que en février 2017, il y a un premier pays qui décide de retirer les implants Essure. Il y a une commission. Finalement, en juillet, on les réautorise parce qu'on ne voit pas de raison de les interdire. Mais entre-temps, la machine est partie. En Finlande, c'est arrêté. En Hollande, c'est arrêté. Au Royaume-Uni, au Canada, en Australie. Et puis le 4 août, donc la NSM qui nous annonce qu'à l'occasion du renouvellement du marquage CE, eh bien, l'implant est suspendu. Et ce qu'ils nous disent, c'est une suspension qui devait durer 90 jours, donc a priori jusqu'au 2 novembre 2007, le temps pour Bayer de donner des éléments supplémentaires qui auraient permis de renforcer justement la problématique d'innocuité du produit. Sauf que comme vous l'avez... Alors, le dossier était prêt, et je vais vous en parler, sauf que comme vous l'avez vu, eh bien, sur le plan commercial, le truc était mort, et donc ils ont préféré jeter l'éponge. Donc ça n'est pas une interdiction qui vient d'une part réglementaire, c'est vraiment un arrêt commercial. Qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier que l'on comptait soumettre? Mais il y avait une première étude, une très belle étude multicentrique, et je remercie, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais tous ceux qui ont participé. Nous avons inclus plus de 2500 patientes que nous avons suivies pendant 5 ans pour justement savoir ce qu'elles devenaient et observer un certain nombre d'effets indésirables. Alors, premier constat, c'est que vraiment le taux de satisfaction reste vraiment très très élevé, au-delà de 96%, que ce soit immédiatement ou que ce soit à 5 ans. Et ça en fait, c'est la méthode contraceptive qui a le meilleur taux de satisfaction devant la pilule, devant le stérilet, devant tout autre moyen contraceptif. En termes d'effets indésirables graves, nous notons 1,2% de perforation, 0,3% d'expulsion, 0,2% de grossesse, 0,3% d'infection et 0,08% d'imputabilité d'allergie au nickel chez les patients. Donc vous voyez des taux de complications vraiment extrêmement faibles. Ensuite, on regarde la douleur, puisque c'est un des éléments qui avait aussi suscité un peu d'interrogation. Et effectivement, on se rend compte que les patientes ont plus mal que celles chez qui ça a été posé sans anesthésie. Les patientes ont peut-être un peu plus mal que ce qu'on avait tendance à dire. Sauf que si on compare ça avec l'intensité des douleurs de règles, on s'aperçoit qu'on est dans des proportions tout à fait équivalentes. On a regardé aussi donc, ce qui avait pu intervenir en termes de retrait d'implant. Donc on en a observé un peu plus de 6% de retrait d'implant, mais dont seule la moitié était imputable aux implants. Et là-dedans, vous avez les retraits qui sont liés aux perforations. Donc on est à des taux très très faibles d'ablation d'Essure. On a regardé les hystérectomies aussi. Et vous voyez 90 hystérectomies, 3,4%. On est en deçà du taux attendu en population générale. Donc il n'y a clairement pas de surrisque d'hystérectomie en lien avec les implants. Autre chose, on a regardé les regrets et on voit des taux extrêmement faibles. Ces regrets, à quelque moment que ce soit de l'étude, on est à 2,5%. Et ça peut être des regrets de contraception, enfin de stérilisation, pardon. Ça peut être pas de regret de stérilisation, mais le regret d'avoir eu des échures plutôt qu'une ligature. Mais vous voyez qu'on reste sur des taux extrêmement faibles. L'autre étude, et qui est vraiment formidable et que je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter, elle a été faite par l'ANSM elle-même. L'ANSM, elle s'est basée sur des bases de données, le PMSI que vous connaissez, et puis la base SNIR que vous connaissez moins bien, mais qui informe la sécurité sociale de tout ce que vous faites, les consultations médicales, les médicaments que vous prenez, etc. C'est assez impressionnant, nous sommes complètement fichés. Et ils ont la capacité de suivre, c'est-à-dire de filer les choses à partir d'un événement et de voir ce qui se passe ensuite
ligne par ligne. Ils ont donc inclus toutes les patientes qui avaient eu une stérilisation entre janvier 2010 et décembre 2014, et toutes ces patientes ont été suivies, je dirais, artificiellement sur l'informatique, jusqu'au 31 décembre 2015. Ils ont donc observé 34 000 ligatures cellio et 71 000 poses-déchures durant cette période. Donc plus de 100 000 femmes au total. Et ils ont comparé ces deux groupes. Eh bien, comme attendu, il y a plus de complications chirurgicales dans le groupe célioscopie, 6 fois plus de complications. Et encore, on parle de saignements. Les saignements en célioscopie ne sont pas les mêmes que les petits spottings que peuvent induire la pose des implants Essure. Mais donc 6 fois plus de complications chirurgicales et 2 fois plus de complications médicales, avec notamment phlébite, embolie pulmonaire. Pas de décès dans ce travail, mais parce qu'il n'y a que 34 000 célios. S'il y avait eu 100 000 célios, il y aurait statistiquement eu 1 ou 2 décès. Deuxième point, y a-t-il plus de problèmes gynécologiques ou obstétricaux après Essure? Alors oui, il y a plus de problèmes de trompe, que ce soit à 1 an ou à 3 ans, quand on a posé des Essures. Ben oui, mais vous avez vu tout à l'heure, il y a quand même 1,2% de perforation tubaire. Ces patientes-là, il faut bien les réopérer pour leur enlever l'implant ou la trompe. Donc oui, il y a effectivement un petit pourcentage de patientes qui vont avoir plus de problèmes de trompe après pose Essure. Et puis, nouvelle stérilisation, vous avez beaucoup plus de nouvelles stérilisations après Essure, simplement parce que vous contrôlez ce que vous avez fait. Quand vous avez fait une cellule, vous n'allez pas contrôler si oui ou non les trompes sont bien obturées. En termes de grossesse, un peu plus de grossesse dans le groupe célio, comme attendu. Alors, différence qui n'est plus significative à 3 ans, mais j'ai passé le chiffre tout à l'heure. Enfin, on a quand même assez peu de grossesse. Ils ont regardé les cancers, pas de différence. Pas plus de cancer du sein, pas plus de cancer de l'ovaire, du col de l'utérus, pas plus de lymphome non-Hodgkinien. Ils ont regardé les pathologies auto-immunes, pas de différence. Et on est sur ce que l'on peut attendre, ce que je vais appeler le bruit de fond, sur ce qu'on peut attendre d'observer en population générale. Ils ont regardé les consommations de médicaments, d'antidouleurs, d'antidépresseurs et de benzodiazépines. Alors, la ligature, d'une façon générale, la stérilisation tubaire, manifestement, ça rend dépressif. À moins que ce ne soit l'inverse, à moins que ce ne soit parce qu'on est dépressif qu'on fait une stérilisation tubaire, mais vous voyez quand même, on est à environ 10% de cette population qui consomme des antidépresseurs. La ligature cellio, elle fait plus mal que la pose Essure, et donc il y a plus de consommation d'antidouleurs. On a regardé les allergies. Globalement, tout confondu, il y a peut-être un tout petit peu plus d'allergies dans le groupe Essure, mais plus exactement, c'est surtout chez les patientes polyallergiques qu'on va observer un peu plus d'événements après pose Essure. En gros, chez les patientes polyallergiques, vous allez avoir une différence significative, c'est-à-dire que vous allez avoir 40% d'événements allergiques dans le groupe ligature et 43% dans le groupe Essure. Donc c'est une différence significative, peut-être une petite augmentation chez les patientes polyallergiques, petite augmentation des événements allergiques. Voilà, un rapport, je ne vous ai pas tout mis, un rapport très intéressant, très détaillé, sauf que, est-ce que vous en aviez entendu parler? La plupart d'entre vous, non. Est-ce que les réseaux sociaux ont relayé cette information? Non. Notre discours médical est inaudible, il faut bien le reconnaître et se l'avouer. Et donc là, pour moi, ce qui a pu être montré comme l'évolution ultime de l'humanité, qui est l'apparition d'Internet, s'apparente pour moi à une régression importante, en tout cas médicale. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, on enlève les implants. Alors, différentes techniques d'ablation d'implants. Ici, ce qui est en train de tourner, c'est une patiente qui voulait garder sa trompe. Donc, on a fait une petite incision et on tire dessus.
là, c'est une patiente qui était d'accord pour enlever la trompe. On a commencé par faire des salpingectomies, je dirais, classiques, hein, en se mettant un petit centimètre de la corne. Et puis, on voit que l'implant, on a du mal à le sortir. Hein. Il est resté ici dans la corne. On va aller le chercher. On va tirer dessus. Et on le débobine. Et un implant qui fait 3,5 cm va tout d'un coup faire 50-60 cm à force de le débobiner. Ceux qui étaient là hier matin ont pu voir aussi en direct deux techniques. Une technique où on tire sur l'implant, et puis l'autre technique qui a ma préférence, qui a surtout la préférence des patientes, parce que là encore, si vous allez sur le site Resist, on vous explique comment vous devez enlever les implants, et surtout ce que vous ne devez pas faire. Et donc notamment, pas tirer dessus, parce que si vous tirez dessus, vous disséminez des microparticules métalliques qui vont être la source de la continuation des problèmes. Et si elles ont toujours les problèmes après l'ablation des implants, c'est parce que vous avez disséminé des microparticules. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une cornuectomie, c'est-à-dire quasiment une conisation dans la corne, hein, qui va vous permettre d'aller chercher l'implant dans sa portion interstitielle et vérifier que vous avez bien tout retiré. Mais vous voyez, de temps en temps, même quand on fait ça, il en reste un petit bout, parce que vous avez le droit d'avoir des spires dans la cavité utérine. Et donc, à ce moment-là, vous êtes quand même obligé de tirer un petit peu dessus. Alors, vous tirez le plus délicatement possible. Hein, et surtout, vous vérifiez bien que vous avez ce qu'on appelle le 4e marqueur. Vous savez, l'extrémité proximale, celle qui est dans la cavité utérine, et que l'on voit bien en radio, et qui a l'inconvénient d'être rectangulaire et pas dans l'axe des spires. Vous voyez, ça fait un petit angle avec la dernière spire. Et ces petits fragments, quand vous tirez, vous risquez de le casser, donc de le laisser dans la corne. Et là, vous partez au-devant de graves problèmes. Des radios de pièces systématiques que je vous encourage à faire pour bien prouver que vous avez bien enlevé l'implant, d'une part. Et puis, d'autre part, éviter que, même si vous êtes sûr de vous, d'avoir la mauvaise surprise que la patiente revienne avec un ASP et où il reste un petit bout d'implant. Donc ici, c'est une patiente qui a eu une hystérectomie subtotale. Donc on voit dans les cornes là, les 2 implants. Voilà, là c'est une trompe et on reconnaît bien donc l'implant dans sa totalité. Et ce qui est intéressant dans les radios de pièces, c'est qu'on voit en fait les spires et puis donc en plus du 4e marqueur. Alors si vous avez un peu trop tiré sur l'implant, il commence à se débobiner, c'est moins joli. Et puis ici, cette patiente-là, il manquait un petit bout qu'on est allé rechercher et qu'on a retrouvé ici. Ici, voilà, des implants sur lesquels on avait un peu tiré qui sont tout débobinés, c'est pas terrible. Et là, un ASP qui montre qu'effectivement, on avait laissé un petit bout dans la corne de la patiente et évidemment, il a fallu aller la réopérer. Alors, est-ce que la messe est dite ? Est-ce qu'il n'y a plus de futur pour la stérilisation hystéroscopique ? Je pense quand même qu'il reste un futur. D'abord, je vous l'ai dit, les États-Unis n'ont pas baissé les armes. Bayer n'a pas baissé les armes aux États-Unis. Il continue de commercialiser et il est soutenu par la FDA dans ce sens-là. Pas forcément le cas en France. 2 produits font l'objet d'études en cours, Ovalastic, qui est donc le nouveau Ovabloc, et puis Altacil, avec une étude pivot qui est débutée en 2015, et donc avec quelques résultats encourageants. Altacil, c'est un petit implant qui est purement métallique et qui est en acier exclusivement, il n'y a que de l'acier, avec un petit système d'ailette qui va permettre de l'ancrer dans une corne utérine. Ensuite, on vient le visser dans la corne utérine. Et donc, vous voyez que ça ne va pas dans la trompe. Hein, donc, il n'y a pas de risque théorique de perforation. Et ils sont en train de poursuivre le développement pour trouver un système qui permettrait de le dévisser et de le retirer par voie hystéroscopique. Là, donc, l'étude de pilote avait inclus 20 patientes avec un temps très court de formation et avec de bons résultats. Un autre système, pareil, qui est en cours de développement, qui s'appelle FemBlock,
Et donc là, il s'agit d'aller injecter dans les trompes, dans les cornes, un produit qui est biodégradable, qui va induire une fibrose, mais qui va se dégrader. Et donc là, vous ne laissez mais vraiment rien. Le produit est dégradé et est totalement éliminé. Donc on peut espérer qu'ils auront moins de soucis qu'avec les implants. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis en guise de conclusion, je vais vous donner les quelques mots que j'avais mis dans un édito en début d'année dans l'excellente revue Goff, dont le secrétaire général, le rédacteur en chef, pardon, est présent dans la salle. Je disais, nous avons fait preuve d'excès d'enthousiasme, et si je vous l'ai montré sur la courbe, et cet excès d'enthousiasme, nous le payons cher. Oui, il y a des effets secondaires directement imputables à la pose des implants. Oui, il y a des effets secondaires inattendus et dont la physiopathologie doit encore être élucidée. Mais le nouveau métier de lanceur d'alerte peut, à son insu, réduire la liberté des femmes, notamment dans leur sexualité, et elles n'ont plus d'échure, la pilule est dangereuse, ça tue, et vous avez sans doute pu voir les articles sur pourquoi j'arrête ma pilule. Et puis le stérilet, c'est dangereux aussi, et en plus, il y a un stérilet qui contient des hormones, double peine. Donc, fin de la contraception, si ce n'est le préservatif et les IVG pour celles qui sont en échec. Voilà. Alors du coup, la démocratie sanitaire, c'est sûrement un réel progrès, mais attention à ses effets indésirables graves. Je vous remercie.